Martine. Prenez le temps. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc, je suis ravie de présenter les travaux qu'on mène avec l'Agence de l'innovation en santé sur les nouvelles méthodologies de recherche clinique. Et merci aux ateliers d'Eugène de m'avoir donné la possibilité de parler de ce sujet. Voilà, et je parle de ce sujet en étant un petit peu loin du sujet puisque ces travaux étaient coordonnés par Camille Schurtz et Laetitia Gambetti reprend ses missions. Mais dans l'intervalle, c'est moi qui m'y colle. Donc voilà, je suis ravie de vous présenter ces travaux. Alors, très rapidement, ça marche comme ça, super. Très rapidement, donc, juste une petite présentation de l'Agence de l'innovation en santé. Donc, peut-être que vous la connaissez, mais je vais quand même vous rappeler quelques-unes de ses missions. Donc, l'Agence de l'innovation en santé a été créée en 2022, mais est née de la crise Covid et de la volonté du président de renforcer la souveraineté de la France dans divers piliers stratégiques, notamment la santé. Et c'est vrai que la crise Covid nous a quand même montré que, quand on était en situation de crise, on avait été en capacité d'aligner les planètes pour découvrir, développer et mettre à disposition des patients des innovations en santé pendant la crise Covid. Et la question était de dire sur quoi peut-on capitaliser sur cette accélération de la chaîne, de toute cette chaîne de valeur pour les produits de santé, sur quoi on peut capitaliser pour accélérer le développement des produits de santé en France, avec aussi un enjeu de souveraineté, de se dire on n'est pas le pays qui a le plus de capitaux pour investir dans les solutions de santé. En revanche, on peut être le pays dans lequel on accélère et on favorise le développement, la découverte et le développement des produits. Donc, parmi les premiers travaux qu'on a réalisés en 2023, on a fait un tour de France de l'innovation en santé. On a réalisé 17 étapes en région. On est allé à la rencontre de tous les acteurs. Alors, quand on parle de tous les acteurs, c'est pas que les acteurs, on a rencontré les acteurs industriels, des startups, on a surtout rencontré des environnements hospitaliers, des chercheurs académiques, des pôles de compétitivité, des sociétés d'accélération de transfert de technologie et aussi tout l'environnement institutionnel en région, les ARS, les DRETS, les DRARI. On a découvert une variété d'acronymes qu'on ne connaissait pas. Et donc ça nous a vraiment permis, premièrement, de nous rendre compte que la France n'avait pas à rougir sur les innovations qui étaient développées sur le territoire. On a été éblouis par tout un nombre de projets. Et alors, pour la petite blague, à chaque fois qu'on se rendait dans une région, on se disait « je sais pas ce qu'on va trouver ». Et à chaque fois, on repartait en disant « incroyable, c'était fantastique ». Donc tous les territoires de France ont des innovations en santé. Et ça nous a permis aussi d'écrire et de dévoiler notre feuille de route à la fin de l'année 2023. Donc vous avez ici les 5 piliers de notre feuille de route. Le premier pilier, c'est d'apporter de la prospective dans le système de santé, de comprendre quelles sont les innovations qui sont en train de se développer, à quoi est-ce qu'elles répondent en termes d'enjeux de santé publique, et si ce sont des enjeux de santé publique ou de santé en tout cas, si ce sont des enjeux auxquels la France va être confrontée et sur lesquels on imagine un besoin très particulier, auquel cas on met le focus pour être en capacité d'avoir une utilisation souveraine de ces innovations. Voilà, donc on priorise nos travaux sur 3 grandes thématiques. La première, ça va être les médicaments de thérapie innovantes, avec tout l'enjeu de comment est-ce qu'on... ces médicaments qui peuvent avoir un coût initial important, mais qui derrière ont la promesse de générer des économies dans le système de soins, potentiellement. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on modélise tout ça ? Pareil sur l'organisation des soins. C'est des médicaments, notamment les CAR-T-cells, qui peuvent transformer complètement la prise en charge des patients. Donc, comment est-ce qu'on le modélise et on comprend quelles sont les ressources dont on va avoir besoin. On a d'autres travaux sur le bloc chirurgical du futur. Et là, c'est très important de se dire, finalement, quand on construit un hôpital et qu'on construit un bloc, on sait que c'est un investissement qui va durer 20 ans. Donc, comment on fait en sorte que les blocs qu'on construit aujourd'hui répondent aux exigences techniques, réglementaires, etc. Du futur et de dans 20 ans. C'est un exemple tout bête, mais on a des innovations, nos blocs qui arrivent déjà, qui utilisent la fibre, tout bêtement, et en fait nos blocs chirurgicaux ne sont pas du tout équipés en fibre, donc ça nécessite des travaux d'envergure et qu'il est nécessaire d'anticiper. Et enfin, un dernier sujet autour des organes surpuces. Donc aujourd'hui, les organes surpuces sont utilisés plutôt dans le cycle de développement du médicament pour qualifier la pharmacocinétique et la pharmacodynamie.
l'étape d'après pourrait être qu'il puisse devenir une alternative potentiellement à l'expérimentation animale. L'étape d'après pourrait devenir des compagnons diagnostiques du médicament. Donc, on a besoin de comprendre quels sont les prérequis réglementaires qu'il va falloir mettre en place pour valider ces modèles d'organes sur puce. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on travaille. Sur le volet d'accélération, donc là, c'est vraiment comment est-ce que on travaille avec l'ensemble des acteurs autour du cycle de développement du médicament, donc depuis la découverte jusqu'à l'accès, pour fluidifier ce cycle, pour faciliter et organiser, et renforcer la coordination pour que tout ce cycle de développement aille plus vite. Alors, sans surprise, on se concentre beaucoup sur la recherche clinique, à plusieurs aspects, autour de tout ce qui est processus de recherche clinique, autorisation, process réglementaire, etc. Donc là, on a un comité de pilotage de la recherche clinique avec l'ensemble des acteurs, industriels, cliniciens, certains d'entre vous participent, cliniciens et toutes les administrations pour lever les verrous. On a fait des propositions qui sont en cours, qui ont été discutées, qui seront bientôt de nouveau discutées dans le projet de loi de simplification. Donc c'est vraiment une implémentation concrète des recommandations du groupe. Et puis on a tous les travaux sur les nouvelles méthodologies de recherche clinique que je vais vous présenter. Ensuite, on a un rôle de support individuel aux innovateurs. Donc là-dessus, on a mis plusieurs programmes en place, dont un un programme de guichet unique, qui est un formulaire démarche simplifié sur lequel les porteurs de projets ne postulent pas parce que tout le monde est pris, donc c'est pas postule. En tout cas, ils remplissent le formulaire et ils ont un rendez-vous d'1 heure dans les 15 jours qui suivent avec les équipes de l'AIS pour présenter leurs solutions. Nous, ça nous permet déjà de les comprendre, de les connaître et d'avoir un mapping de toutes les innovations qui sont développées. Et ensuite, on est en capacité de les orienter. Beaucoup de leurs questions portent sur les financements publics, donc on peut les aider sur les financements France 2030, ce à quoi ils sont éligibles. Ça peut être aussi sur des financements privés, donc on peut les mettre en contact avec des investisseurs privés. Et des fois, c'est des questions réglementaires. On peut leur donner des challenges quand ils sont en cours de développement clinique, un peu sur le design, des challenges de business model, etc. Donc ça leur fait une première vision de l'État sur leurs innovations. Donc, en ce moment, on reçoit environ 3 à 4 projets par semaine via ce guichet. Et ensuite, on a mis en place un support particulier avec les lauréats de la French Tech, les lauréats santé du programme de la French Tech, où là, on a des relations très régulières avec eux, on répond à leurs questions et on s'assure que ces entreprises qui sont vraiment parmi les plus jolies entreprises start-up françaises, soient bien coucounées et aient bien tout le cadre dont elles ont besoin pour se développer. Ensuite, le 4e pilier, c'est l'investissement. On coordonne les 7,5 milliards d'euros d'investissement en santé du programme France 2030, donc qui est un programme de 54 milliards d'euros sur diverses verticales, mais donc les 7,5 milliards d'euros de la santé, autour de 4 grandes stratégies d'accélération et une série d'objets, c'est un peu moche. Les 4 grandes stratégies d'accélération, ce sont les stratégies donc biothérapie, bioproduction, maladies infectieuses émergentes, santé numérique et dispositif médical du futur. Et de façon coordonnée avec tout ça, on a aussi tous les bioclusters, les objets de recherche biomédicale France 2030. Le mot est vraiment pas beau, mais en gros, ça recouvre tous les bioclusters, les instituts hospitalo-universitaires, les RHU et le programme de chaire d'excellence qui visait à promouvoir la recherche, en tout cas, promouvoir la recherche des chercheurs français et étrangers en France. Donc ça, c'est un programme de 7,5 milliards d'euros qui est coordonné par l'Agence de l'innovation en santé. J'ai oublié de préciser quelque chose de très important. L'Agence de l'innovation en santé est rattachée au secrétariat général pour l'investissement qui est hébergé par le Premier ministre. D'où la coordination des crédits d'investissement France 2030. Et enfin, le dernier volet est un volet autour de la prévention. C'est comment est-ce qu'on utilise l'innovation pour transformer notre système de santé et apporter un système de santé qui est plus prédictif, préventif, personnalisé. Et là-dessus, on a aussi une nouvelle stratégie d'accélération dédiée à la prévention, avec un investissement de 170 millions d'euros sur la totalité de la prévention, un investissement de 50 millions d'euros, dont 170, dont 50 millions d'euros sur la recherche, 100 millions d'euros de soutien aux innovateurs et 20 millions d'euros dédiés aux capacités industrielles. Donc ça nous occupe beaucoup et pour l'instant nous ne sommes que 15, donc ça fait un gros travail pour 15 personnes. Mais on avance.
Alors, sur le sujet des nouvelles méthodologies de recherche clinique, comment est-ce qu'on a abordé le sujet? Tout d'abord, on a constitué un groupe de travail et d'expertise en collaboration avec l'infrastructure FCRIN. Je ne sais pas s'il y a des représentants d'FCRIN là-dedans. Voilà, donc l'objectif de ce groupe de travail, c'est sur la base de cas concrets, démontrer la valeur des nouvelles thérapies, des nouvelles approches en termes de recherche clinique pour justement accélérer le développement des innovations. Donc on a des membres du groupe qui me regardent attentivement, donc j'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Voilà. Donc ce groupe de travail a défini, en tout cas a découpé cette tâche importante en quatre grandes parties. La première partie pour définir en fait ce qu'on qualifiait de nouveau, qu'est-ce qui était défini comme des nouvelles méthodologies. La deuxième était autour de ce qui était accepté, donc comment est-ce que quelles étaient les méthodologies et comment elles étaient acceptées par les différentes agences réglementaires. Je vais y revenir. La troisième visait à faire des recommandations et la quatrième, partir sur des cas d'usage concret. Je vais y revenir également. Hop là. Alors sur la première partie, du coup, pour savoir qu'est-ce qui était nouveau, donc les membres du groupe de travail ont posé toutes les méthodologies avec les différentes catégories et les méthodologies qui ont été sélectionnées sont celles qui apparaissent aujourd'hui, en bleu sur le pardon. Sur le slide, voilà, donc je vais pas les détailler, mais en tout cas, voilà, c'est celles qui ont été définies comme étant les plus innovantes et novatrices. Voilà. Ensuite, on a réalisé une étude en collaboration avec Oriana. Une analyse, en fait, on est parti des opinions qui ont été publiées par la Haute Autorité de Santé, qui contenaient ces nouvelles méthodologies qui avaient été identifiées préalablement. Et sur la base de 700 opinions, si ma mémoire est bonne, on est allé regarder, les auteurs sont allés regarder quelles avaient été l'acceptation de ces nouvelles méthodologies, à la fois par la FDA et par l'EMA. Donc pour avoir vraiment une vision comparative du différents degrés d'acceptabilité. Alors, c'est quand même important de préciser que la FDA et l'EMA ne posent pas la même question en termes d'agence réglementaire que la HAS. FDA et EMA, leur question c'est est-ce que le rapport bénéfice-risque est positif? La question de la HAS, c'est plutôt on a un rapport de bénéfice-risque qui a été défini comme positif, mais quelle est la valeur ajoutée par rapport au traitement qui existe? Donc, la question posée n'étant pas la même, l'acceptabilité n'est pas forcément la même. Voilà, donc ça, c'était un prérequis important dans l'étude. Donc, il y a 600 opinions qui ont été publiées par la HAS avec ces nouvelles méthodologies, en tout cas les méthodologies qui avaient été qualifiées d'innovantes par le groupe de travail. Et le premier enseignement, c'est ces nouvelles méthodologies sont très rarement utilisées à des fins d'accès au marché. En fait, elles sont très rarement déposées auprès des autorités de santé. Donc là, je ne sais pas si ça se voit bien, mais en tout cas, les méthodologies qui sont souvent acceptées par les autorités de santé, ce sont les design seamless, sans couture, les essais plateformes qui ont surtout été utilisés pour les essais Covid et les essais bayésiens. Les essais sur lesquels il y a plus de questionnements, je vais y revenir, sont les essais basket et les essais monobras. Et ensuite, sur toute une série d'essais, en fait, il y avait très peu d'opinions qui avaient été rendues par la HAS, et donc on n'a pas, en l'absence de doctrine, c'était en l'absence de dépôt de dossier, il y avait du coup pas d'opinions qui avaient été rendues sur ces dossiers. Alors, pardon. Voilà. Alors, sur ces essais sur lesquels ils sont parfois acceptés et parfois pas acceptés par la Haute Autorité de Santé, c'est vraiment sur les single arm et les essais monobras. Donc là, l'étude fait bien la distinction entre les essais qui ont été refusés parce que c'était une comparaison avec des essais qui étaient publiés, donc des données qui étaient complètement agrégées. Les situations dans lesquelles ça a pu être accepté, c'est quand l'essai utilisait des données qui étaient individuelles, que cette comparaison avait été faite, planifiée a priori dans l'essai, et enfin, avec des méthodologies de statistiques qui étaient robustes, une taille d'effet qui était quand même assez considérable, et des méthodologies d'ajustement entre les différents bras.
Voilà, donc ça c'était donc cette étude qu'on a réalisée avec Oriana et qui a été très intéressante. Et surtout, l'enseignement très important, ça a été de se dire, finalement, il y a toute une série d'essais, donc les simulations, les essais pragmatiques, tout ce qui utilise de l'intelligence artificielle et les cohortes augmentées, qui finalement ne faisaient pas l'objet de dépôts auprès des autorités. Et là-dessus, on en est arrivé à se dire, finalement, il y a un paradoxe d'œuf et de la poule. C'est-à-dire qu'en l'absence de doctrine, les autorités ne savent pas évaluer, ne peuvent pas se faire la main sur ces dossiers. Et voilà. Et en l'absence de dossier, les autorités ne peuvent pas se faire la main. Et en l'absence de doctrine, les porteurs de projets ne veulent pas déposer de dossier parce que ça manque du coup de prévisibilité. Donc, on est passé à l'étape, les membres du groupe sont passés à l'étape des recommandations. Donc, on a eu plusieurs rapports publiés. Le premier, celui dont je vous parlais avec Oriana, cette étude autour de l'acceptation par les différentes agences réglementaires. On a contribué à un livre blanc sur les données artificielles de santé, qui a été publié par Stéphanie Alassonnière et Jean-Louis Fraisse. Pour l'Institut Prairie. Et enfin, on a rédigé avec le groupe un document autour de l'utilisation des données de santé en vie réelle en recherche clinique avec des recommandations très précises qui vont même jusqu'à la recommandation réglementaire sur la réutilisation des données de santé, le consentement des patients, etc., etc. C'est vrai que pour réutiliser des données de santé, il y a toute la question du consentement du patient qu'on ne peut pas forcément aller récupérer si le patient est perdu de vue ou encore pire s'il est décédé, c'est très compliqué. Donc il faut aussi lever ces verrous réglementaires et ça fait l'objet de recommandations qu'on fait de façon très pratique. Et on a aussi organisé cet événement en juin 2024 à Lille autour des nouvelles méthodologies de recherche clinique, avec beaucoup de parties prenantes. On a voulu lui donner une dimension quand même internationale parce que c'est compliqué de prendre ce sujet uniquement de façon franco-française. Et donc on était très contents de voir qu'il y avait beaucoup de représentants internationaux. On a eu des représentants de la FDA, de l'EMA, de l'Institut CIPATH, qui travaille sur les voies réglementaires et les acceptations réglementaires de différents modèles, et aussi côté français, la HAS et la NSM, plus beaucoup d'autres intervenants qui sont aujourd'hui dans la salle. Voilà. Donc du coup, je vais vous détailler un petit peu ce qui s'est dit pendant ce colloque. Hop là. Voilà, donc là, vous avez le programme, avec toutes les thématiques qui ont été adressées. Et voilà. Donc en fait, on a ouvert le colloque avec une table ronde qui réunissait des patients avec la représentation de la FM Téléthon, des industriels puisqu'on avait Novartis qui était présent, des cliniciens avec un représentant du CHU de Lille, et tout ça a été modéré par Alexis Génin qui est directeur du Blue Cluster Brain and Mind. Donc l'objectif c'était un peu de reposer le débat et de se dire finalement on a des nouvelles méthodologies de recherche clinique, mais en quoi ça constitue une opportunité, comment les industriels voient la chose, les cliniciens et les patients. Et finalement le représentant des patients nous a dit un peu des mots, nous a remis un peu l'église au milieu du village en disant de toute façon, quelle que soit la méthodologie, débrouillez-vous pour que les patients aient accès aux médicaments dans des situations complexes, puisque Donc comment est-ce qu'on fait en sorte de collaborer tous ensemble pour permettre de l'accès? Et là, les participants ont bien noté la nécessité de capitaliser sur les nouvelles méthodologies qui représentaient une opportunité importante. Et vous le verrez, c'est une recommandation qui a été donnée plusieurs fois dans ce congrès, c'était le besoin de collaboration multidisciplinaire pour intégrer les besoins de chacune des parties prenantes, patients, industriels, autorités, cliniciens. Voilà. Nous avons eu également une session qui était passionnante, qui était un peu out of the box, qui était autour qui était une keynote autour du lancement de la simulation dans le lancement de fusée Ariane. Voilà, on avait la représentante d'Ariane Group, la directrice technique adjointe d'Ariane Group, qui nous a expliqué en fait comment Ariane utilisait la simulation dans le développement de ces fusées et dans le lancement de ces fusées. En fait, elle nous a expliqué que lancer une fusée, ça coûte très très cher, et donc du coup, on n'a le droit qu'à
un seul essai, donc il ne faut pas se louper. Donc la simulation est vraiment cruciale et essentielle pour modéliser en fait tous ces systèmes de dynamique. Alors elle a beaucoup insisté sur la mécanique des fluides avec le carburant, etc. Donc voilà, tous ces systèmes très complexes qui sont impliqués dans la construction d'une fusée doivent être simulés pour garantir la sécurité du lancement parce que ça coûte très cher et aussi des passagers à bord quand il y a des passagers à bord. Alors petite blague à part, elle nous a quand même expliqué que SpaceX ne s'intéressait pas du tout de simulation, mais qu'eux, ils lançaient des fusées voilà, parce que comme ils étaient très riches, ils n'avaient pas de problème pour lancer des fusées et cramer de l'argent. Voilà. Accessoirement, ils n'ont pas l'air de se soucier de l'impact environnemental du lancement d'une fusée, mais ça, c'est tout à fait un autre sujet. Voilà. Voilà, donc c'était une session assez intéressante pour comprendre que voilà, il y a des fois où la simulation n'est pas c'est pas une cerise sur le gâteau, c'est vraiment nécessaire dans certaines situations. Voilà. Ensuite, on a eu 2 tables rondes autour des bras de contrôle externe et des maladies lentement progressives. Donc, sur les bras de contrôle externe, on avait l'ARIS. Je vous donne juste pas les noms des intervenants, sinon on est encore là demain, mais des représentants de l'ARIS, du CIPAS, une entreprise qui s'appelle Nova Discovery qui travaille sur la simulation des essais, Lab Fondamental, Terra Nexus et encore un patient avec France Asso Santé. Donc, ce qui a été relevé par les patients, c'est le besoin de bras de contrôle externe qui devenait utile quand on avait des maladies rares, donc très rares, avec des difficultés de recrutement qui étaient très, très, très prégnantes, ou le besoin d'un suivi sur le long terme, notamment, par exemple, l'exemple avait été pris des maladies, du stade adjuvant dans les maladies, dans les cancers, voilà, sur lequel il est nécessaire d'avoir un suivi très long. Donc, du coup, d'avoir un bras de contrôle externe qui permette de comparer l'évolution des maladies. Voilà, et ensuite, c'était les bras de contrôle externe, je me suis trompée, c'était elle a été modérée par David Perrol, qui est ici présent, avec la présence de Roche, Oriana, Bot Design, l'Oncopole de Toulouse et la NSM qui ont parlé de tout ça. Et ensuite, sur la partie des maladies lentement évolutives, voilà, on avait, il a été mis en avant le besoin de simuler, à la fois de simuler l'évolution des pathologies, ce qui est quand même ce qui déjà pose un souci, nécessite une modélisation qui soit très fine, mais aussi d'arriver à modéliser l'impact du traitement sur cette pathologie et donc d'arriver à combiner vraiment ces deux modélisations et donc de la nécessité de simuler tout ça sur une population, d'utilisation d'une population virtuelle qui permet aussi de travailler sur ces différents modèles de simulation. Pardon. Voilà. Ensuite, on a eu un atelier qui parlait des essais émulés ou des essais simulés. Donc, on a parlé des situations concrètes. Oui, c'est vous, David. Désolée, je savais pas que vous seriez là. Non, mais elle est bien cette fois. Non, ok. On a parlé donc des situations dans lesquelles les essais simulés et émulés pouvaient avoir un intérêt. Donc ça pouvait aussi être dans les cas où on avait des difficultés de recrutement dans un bras de contrôle avec des questions éthiques, notamment sur les maladies rares. Quand on allait chercher une approbation conditionnelle avec des résultats d'efficacité à plus long terme, ou autrement, quand on n'avait pas pu se comparer au traitement de référence qui permettait quand même de pouvoir avoir une preuve d'efficacité par rapport au traitement de référence. Donc voilà, ça pouvait quand même avoir un intérêt. Donc cette table ronde était modérée par David Perrol, avec Alison Antoine de Léon Bérard, Suzette de la Loge de l'IGR et Alexandre Templier pour Quinten. Voilà. Hop. Ensuite, on a eu deux keynotes de la part des autorités, donc avec Lionel Collet, qui était qui est toujours le président de la HAS, qui a rappelé donc que la HAS travaillait sur les nouvelles méthodologies de recherche clinique depuis environ 2013, que voilà, c'était pas, c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils nous ont souvent répété. Pour eux, c'est pas nouveau en fait. On a beau les appeler nouvelles méthodologies de recherche clinique, en soi, c'est pas nouveau. Eux, leur besoin, c'est vraiment d'avoir des données de qualité, robustes, sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour éclairer une décision. Et donc, dans tous leurs travaux, ils sont attachés à définir quelles sont les conditions d'acceptabilité de ces méthodes. Et enfin, Alexandre de la Volpillière pour la NSM, il a vraiment souligné le besoin crucial
la collecte de données, de l'importance de cadrer la collecte de données puisque voilà, tous ces modèles et toutes ces nouvelles méthodologies vont être associés à des données de vie réelle. Donc comment est-ce qu'on augmente la collecte des données pour rendre plus sûrs et plus certains les modèles qui sont développés. Et selon lui, il y a vraiment un enjeu européen de coordination, puisque pour atteindre une masse critique, la France ne peut pas rester toute seule, donc on a besoin de coordonner et de créer des espaces européens de données de santé, donc c'est ce qui, avec aussi la nécessité d'une législation qui soit harmonisée au niveau européen. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, notamment sur le consentement des patients pour la réutilisation secondaire des données de santé, c'est un problème qui se pose en France, mais qui aussi va se poser au niveau européen. Donc on a aussi ce besoin de préparer le futur et de préparer aussi la législation pour permettre ces différentes méthodologies de se développer. Hop. Ensuite, on a une table ronde sur les DM numériques, qui était animée par Lynn Farah de la DNS, à laquelle participaient donc Louisa Stewart pour la DNS, Corinne Collignon pour la HAS, Lynn Ria avec Sarah Zohar, Joris Joy pour Tech for Health, et Jérôme, tu as participé aussi à cette table ronde. Exactement. Jérôme Fabiano pour EIT Health, pardon. Donc là, on a mis en avant encore une fois un paradoxe qui sont que ces dispositifs médicaux numériques, ils ont quand même la promesse d'apporter de la simplification dans le système de soins, que ce soit la télésurveillance parce que on va avoir des consultations qui vont être, en tout cas des transports de patients qui vont être diminués, ça peut être des outils de télémonitoring avec des outils connectés, ça peut être des DTX, donc des traitements digitaux qui pourraient aussi avoir différents impacts. Or, on a ce paradoxe qui est que tant que ces thérapies ou ces solutions n'ont pas fait la preuve de leur impact sur l'organisation des soins, il est difficile pour le système de santé de les approuver parce qu'on ne comprend pas bien le bénéfice qu'ils vont avoir. C'est plus un bénéfice sur l'organisation des soins que sur un impact clinique à proprement dit. Or, tant qu'on n'a pas déployé ces innovations en vie réelle, on a des difficultés à qualifier leur impact. Voilà, donc là aussi, il y a aussi un besoin de casser un peu ce cercle vicieux dans lequel, tant qu'elles ne sont pas déployées, on ne peut pas documenter leur impact, mais tant qu'il y a pas que l'impact n'est pas démontré, on a quand même des difficultés à les déployer à grande échelle. Voilà, donc là-dessus, les participants ont quand même souligné le besoin important d'expérimentation autour de ces dispositifs médicaux numériques avec la mise en place de bacs à sable dans lesquels on pourrait déployer, collecter des données et ajuster en temps réel en fonction de l'impact qu'on constate sur ces solutions. Hop. Voilà. Ensuite, on a eu une table ronde sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la recherche clinique. L'intelligence artificielle a la capacité de prédire l'évolution des maladies, donc améliorer les diagnostics. On a parlé beaucoup de jumeaux numériques avec l'exemple de Dr Memo pour Alzheimer. L'intelligence artificielle qui permet d'optimiser le recrutement des patients et augmenter aussi la précision des essais cliniques tout en réduisant le coût des essais cliniques. Donc il y a quand même un cercle vertueux autour du développement clinique. Et là aussi, les participants ont souligné le besoin de collaboration, mais ça a été un fil rouge tout au long de la journée autour de la collaboration entre cliniciens, patients, industriels, etc. Donc je ne les ai pas cités, mais il y avait Raphaël Porcher pour l'Université Paris-Cité qui modérait cette table ronde, et on avait des représentants d'Hawking, de l'Institut Prairie, de l'Institut Curie et du Health Data Hub. Voilà. Et enfin, la dernière table ronde, donc qu'on a appelée en français en anglais Time to Move On et des paroles aux actes en français. Et pour la petite blague, on a voulu l'appeler Parole, 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 comme la chanson de Dalida. Merci, j'avais oublié. C'est pour ça que vous avez Dalida qui est dessinée juste là. C'était vraiment, oui, c'est Dalida, faut la reconnaître. La chevelure n'est pas assez... Et donc la question c'était vraiment, ok, tout ça c'est des très belles paroles, mais maintenant comment est-ce qu'on passe à la suite ?
Et comment est-ce que, voilà, on a mis en avant le potentiel et les promesses qui sont liées aux nouvelles méthodologies de recherche clinique, comment on passe à la suite. Donc, les conclusions étaient, encore une fois, la collaboration entre les acteurs, donc ça, vous l'avez bien compris, la transparence, donc un besoin de transparence sur les données, sur la façon de modéliser, enfin voilà, extrêmement important pour les autorités de se positionner, pour les patients de comprendre réellement ce qui se joue derrière ces nouvelles méthodologies de recherche clinique. Donc un besoin très important de transparence, un cadre réglementaire très clair, donc ça c'est ce sur quoi je pense on est le plus attendu. Et enfin, et ça je trouve que c'est extrêmement important, un processus d'amélioration continue, de pouvoir se dire qu'on va peut-être pas arriver sur le meilleur modèle ou sur les meilleures recommandations dès le début, mais qu'on va apprendre et surtout on va monitorer ce qu'on est en train de faire pour être sûr qu'on avance et qu'on continue d'apprendre de ce qu'on développe. Et je les ai pas cités, mais donc c'était Yann Maël Le Douarin qui modérait cette table ronde et on avait donc un représentant de l'EMA avec Andrew Thompson, une représentante de la FDA avec Tala Fakouri, Sarah Zohar, encore une fois pour l'INRIA, et Corinne Blaché-Poisson qui représentait les industriels et le groupe de travail du CSF, Intelligence Artificielle et Santé, qui par ailleurs est directrice générale d'Amgen. Voilà, donc hop. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc ça, c'était le 24 juin. Depuis, voilà, on n'est pas sans savoir que l'État a vécu quelques petites péripéties politiques qui ne nous ont pas aidés à avancer très vite, mais voilà, on continue d'avancer. Donc aujourd'hui, là où on en est, notre objectif, on a clarifié notre objectif, et l'objectif serait de mapper en fait toutes ces technologies et toutes ces nouvelles méthodologies sur plusieurs dimensions. Une première dimension qui serait du coup le niveau de readiness, de préparation, enfin en gros voilà maturité, merci. La maturité, voilà, donc quelles sont les méthodologies qui sont encore au stade de développement, quelles sont celles sur lesquelles on a vraiment du recul, sur lesquelles on peut se baser, et ensuite peut-être de les mapper aussi en fonction de leur usage, c'est-à-dire de se dire, il y a des méthodologies qui pourraient être acceptables pour toutes les pathologies, et voilà, un bras de contrôle externe, sous certaines conditions, peut-être qu'on peut l'adapter à toutes les pathologies. Or, sur certains disease models ou des choses vont être beaucoup plus resserrées sur certaines pathologies uniquement et pas sur d'autres, ou certaines indications avec des prérequis qui vont être très spécifiques. Voilà, donc du coup d'avoir cette espèce de mapping et de se dire finalement qu'est-ce qui sert à quoi et qu'est-ce qui est validé dans quelle proportion. Donc voilà, le travail qui va être bientôt lancé, c'est vraiment de comprendre voilà, qu'est-ce qui est fit for purpose, donc ce qui est vraiment destiné à traiter un seul problème de ce qui peut être largement déployé. Surtout définir un chemin de validation clinique. Donc il y a déjà certains modèles qui ont été validés, notamment à la FDA. Donc voir voilà, comment est-ce que ça a été validé, sous quelles conditions, qu'est-ce qu'il faut mettre en place là-dessus. Et ensuite, voilà, quel est le risque surtout que les autorités prennent en acceptant en acceptant ces nouvelles méthodologies. Est-ce que c'est un risque sur le degré d'efficacité? Est-ce que c'est un risque sur la sécurité des patients? Auquel cas, on ne se pose plus du tout la même question. Donc, il y a aussi cette sensibilité qu'on va avoir sur... il faut que ça apporte quelque chose aux autorités, et donc on peut les éclairer sur les risques... Voilà, en tout cas, le niveau de risque d'accepter telle ou telle méthodologie. Et donc là où on en est aujourd'hui, on arrive au cas concret, enfin on espère arriver un jour au cas concret, puisqu'on voudrait lancer, enfin on a la volonté de lancer depuis le 24 juin, cet appel à manifestation d'intérêt, donc, qui va définir donc, des cas d'usage. L'objectif, c'est que ce soit des consortiums publics-privés qui déposent des projets qui pourront être accompagnés. Ces projets, ils viseront à apporter de la preuve sur ces nouvelles méthodologies. Ça peut être soit une étude rétrospective avec des données, j'ai un essai clinique randomisé avec les données individuelles et donc je vais rejouer l'essai pour voir si la méthodologie que j'utilise donne les mêmes résultats que l'essai clinique.
deuxième possibilité, ce serait de dire, bah voilà, au lieu d'avoir 2 bras dans mon essai clinique, bah, j'en mets un troisième avec un bras de contrôle externe ou un bras augmenté, enfin une cohorte augmentée, et je vois quel est le niveau de fiabilité de ces différentes méthodologies. Donc l'objectif étant vraiment de répondre à la question de dans quelles conditions ça fonctionne et dans quelles conditions ça ne fonctionne pas, et surtout pourquoi et comment est-ce qu'on peut améliorer le système. Voilà, donc là, vous avez tous les types de méthodologies qui sont attendus dans le cadre de ces travaux. Et donc, ce qui va être proposé pour les lauréats, ce sera premièrement un support technique des experts du groupe de travail copiloté par l'AIS et par FCRIN. Un appui technique aussi des autorités, avec notamment le HDH et la CNIL qui se sont engagés à nous aider techniquement pour, en tout cas, apporter un support technique à ces lauréats. Enfin, c'est pré-lauréats, puisqu'il y aura 2 phases. Et ensuite, pour certains d'entre eux, mais ce n'est pas forcément obligatoire, d'apporter un soutien technique, un soutien financier à la constitution de cette étude ancillaire, que ce soit soit une étude ancillaire, soit une étude rétrospective, en tout cas, apporter autre chose là-dedans. Donc aujourd'hui, cet appel à manifestation d'intérêt, on l'a annoncé 35 fois, mais il n'est toujours pas publié. Voilà, ça devient pas un running gag parce que c'est moyennement drôle. Mais voilà, il y a quelqu'un qui doit appuyer sur un bouton et qui n'appuie pas sur le bouton, mais on espère que ça va arriver très vite. En tout cas, nous, on est dans les starting blocks et on attend plein de beaux projets et on a hâte de se plonger dedans. Voilà, donc ça, c'est là où on en est aujourd'hui. Moi, j'ai fini pour cette partie nouvelle méthodo, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Ou pour ceux qui étaient modérateurs ou participants au colloque du 24 juin, n'hésitez pas à compléter pour... Merci. Merci.